Micah Miller avait 30 ans quand elle est décédée le 27 avril 2024. Elle était mariée avec un pasteur, John Paul Miller, qui œuvre dans la petite église de Solid Rock en Caroline du Sud. Les deux étaient mariés depuis 7 ans quand elle a été retrouvée avec une balle dans la tête. Toutes les preuves recueillies par la police mènent à une conclusion que personne n'est prêt à entendre. Et quand les secrets de son passé et de son mariage sont révélés, sa famille, ses amis et la congrégation pensent qu'il n'y a qu'une seule possibilité qui fait sens. Micah n'a pas choisi sa destinée. Quelqu'un l'a aidée. Elle a été assassinée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, c'est une affaire en cours qui révolte l'Amérique. Très rapidement, cette affaire est devenue nationale et tout le monde veut comprendre, veut savoir ce qui est arrivé à Micah Miller. Tout le monde se tourne vers les autorités. Ils souhaitent que la police enquête sur les allégations d'abus physiques, psychologiques et financiers qu'a subi Micah. Cette femme n'est plus là pour se défendre et pourtant, elle a vécu des moments très durs. Mais les autorités ont déjà clos l'enquête, au grand désarroi de la population et surtout des parents de Micah, qui ne comprennent pas comment l'enquête a été faite. Et il y a quelques jours, la police recevant trop de critiques, et il n'y a eu aucune arrestation jusqu'à maintenant, ils ont décidé de rendre publiques toutes les preuves qu'ils ont. Alors je me suis penchée dessus, et au premier abord, il semble que la conclusion des policiers soit bonne. Mais en y regardant d'un peu plus près, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et au final, on veut une réparation pour Micah. On souhaite la justice. Cette affaire est un crève-cœur. Le 27 avril 2024, Johnny Jacob décide d'aller pêcher sur la rivière Lumber, que j'appellerai Lumber River. Elle se situe dans le parc national immense du même nom. On est dans le comté de Robinson, en Caroline du Nord. Cela fait plusieurs heures qu'il est là quand il entend une femme pleurer. De là où il est, il n'arrive pas à voir la personne. Sur les berges, il y a beaucoup d'arbres et il ne sait pas d'où viennent exactement ces pleurs. Au bout de 2-3 minutes, le silence revient. Et d'un coup, un coup de feu qui fait s'envoler tous les oiseaux. Johnny Jacob est abasourdi. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Arrive derrière lui une barque avec 3 pêcheurs. Il se retourne et leur demande si eux aussi ont entendu ce coup de feu. Ils répondent à l'unisson que oui. Johnny rejoint la berge et il commence à marcher le long de la rivière, jusqu'à ce qu'il voit un sac posé par terre, pas loin de l'eau. Il s'approche. Dessus, il y a un téléphone et des lunettes de soleil. En regardant à l'intérieur, il trouve un portefeuille, des cartes de crédit, des clés et une petite Bible. Quelques minutes avant cet événement, à 14h54 exactement, la répartitrice du 911 du comté de Robinson reçoit un appel. C'est une femme, mais elle ne s'identifie pas. La première chose qu'elle demande, c'est « Peut-on localiser mon téléphone ?» I just want my family to know where to find me. Okay, ma'am. Cette personne veut mettre fin à ses jours, mais avant, elle veut être localisée. Elle souhaite que sa famille trouve son corps. Et elle raccroche. La répartitrice rappelle, mais la personne ne répond pas. Le téléphone est localisé. Il se trouve dans le parc national de Lumber River. Quelques minutes après, la police du comté de Robinson, les rangers du parc, une équipe de recherche et un hélicoptère débarquent au parc national Lumber River. Ils commencent à fouiller. Très rapidement, ils tombent sur Johnny Jacob, qui arrive vers eux. Il leur montre le sac qu'il a trouvé et les amène à l'endroit où il a fait sa découverte. Quand ils arrivent sur le bord de la berge, il n'y a pas de corps. Mais ils savent maintenant que la personne, c'est Micah Miller. Ils le disent à une autre équipe qui fouille sur le parking à l'entrée du parc. Et ils découvrent sa voiture. Une Honda noire Accord. Ils l'ouvrent. Ils aperçoivent sur le siège côté passager un étui à arme à feu. À l'intérieur, le Sig Sauer est manquant. À côté, sur la console du milieu, il y a les munitions. Dans la voiture, ils trouvent 2 tickets de caisse qui datent du jour même. Un pour une arme à feu et des munitions et l'autre pour une boisson fraîche dans une station-service à 1 heure de là. Alors que les policiers fouillent, à 16h23, un autre appel est passé au 911. C'est un kayakiste. Il vient de retrouver le corps d'une femme dans la rivière. Et c'est Micah Miller. Elle a reçu une balle dans la tête.
Les policiers appellent de suite un médecin légiste et des techniciens en scène de crime. Le soir, ils retrouveront le Six Hour dans l'eau. Les policiers très rapidement arrivent à retracer les faits et gestes de Micah dans la journée. Ce samedi 27 avril 2024, Micah a quitté son appartement une première fois à 10h13. Elle est revenue vers 11h. Micah est seule. À 11h38, Micah quitte de nouveau sa résidence. Elle conduit jusqu'au magasin d'armes à feu de Myrtle Beach, où une caméra la filme entrant dans l'armurerie. À 12h32, on peut la voir en train d'acheter une arme et des balles. Puis elle repart immédiatement. Elle est seule encore à ce moment-là. Ensuite, sur son téléphone, elle fait une recherche pour un parc national le plus proche. Et c'est le Lumber River qui sort. En chemin, à 13h27, elle s'arrête à une station-service, toujours en Caroline du Sud, mais près de la frontière de la Caroline du Nord. Elle est à 30 minutes du parc national. Là, elle s'achète une boisson fraîche et elle fait le plein. À ce moment-là, elle est toujours seule. 1h10 après, à 14h54, elle appellera le 911 de son téléphone. Quand les résultats du médecin légiste arrivent, son constat, c'est que Micah est décédée d'une balle dans la tête qui a été auto-infligée. Ses parents ne sont pas du tout d'accord avec ça. Pour eux, ça n'a pas de sens. Micah n'était pas dépressive, elle n'avait pas du tout envie de mourir. Tout ça, c'est une mise en scène. Et il pointe du doigt John Paul Miller, son mari. Mais les policiers ont enquêté sur John Paul Miller. À 15h20, 30 minutes après l'appel téléphonique, sa voiture est localisée à Charleston, à 1 heure de là, le vendredi et le samedi 27 avril. Il a été vu par des témoins dans une convention à Charleston. JP, comme il se fait appeler, a un alibi solide. Si on s'arrête là dans l'histoire, on se dit que c'est simple. Micah s'est ôté la vie. Mais quand on commence à fouiller dans la vie de Micah, les choses sont moins sûres. Elle est née le 4 mars 1994 dans la ville de Wichita, au Kansas. Puis durant son adolescence, sa mère, son beau-père, ses frères et sœurs emménagent dans la ville magnifique de Myrtle Beach, près de l'océan, dans le comté de Horry. La famille est très croyante et dès qu'ils arrivent, ils s'intègrent à la communauté de l'église de Solid Rock. JP rencontre pour la première fois Micah alors qu'elle a 14 ans. Lui, c'est un jeune pasteur, mais il a 28 ans. Durant les années, la famille Francis évolue à travers cette communauté, cette église. Après ses études, Micah est en charge des relations publiques de l'église avec les médias. Et alors qu'elle a 19 ans, elle rencontre Jeremy Days, qui lui travaille aussi dans l'église. Il a un poste très important, il s'occupe de la branche sportive de l'église. Il organise des tournois. Les deux travaillent souvent ensemble et résultat, en 2014, elle l'épouse. Et c'est JP qui officie la cérémonie. Jeremy Day est décrit comme quelqu'un de très bon, ayant le cœur sur la main. Et c'est un grand ami de JP. Juste après le mariage, John Paul demande à Micah si elle ne veut pas travailler pour lui, être sa secrétaire personnelle. Ce qu'elle accepte avec plaisir. C'est le pasteur de l'église quand même. Il lui demande ensuite si elle ne veut pas être babysitter pour ses enfants. John Paul est marié avec Allison depuis 2000. Tous les deux, ensemble, ils ont 4 enfants. Lui, il avait déjà une fille d'un mariage précédent. Donc, à eux deux, ils ont 5 enfants. Mais j'imagine que vous avez une petite idée de ce qui va arriver. En 2015, Allison demande le divorce. Elle a surpris Micah et JP dans une position explicite. Et avant de partir avec ses 4 enfants, Allison dévoile à la congrégation les raisons du divorce. La relation extra-conjugale de son mari avec Micah, aussi qu'il engageait souvent des prostituées, ce qui coûtait très cher au couple. Et il y a une autre chose qui l'a gêné beaucoup. Le pasteur ne voit pas pourquoi l'âge chez les jeunes filles est si important pour avoir des relations intimes. Les propos tenus par Allison n'entacheront pas du tout la réputation du pasteur. Elle quitte la congrégation, change de travail, prend ses enfants et déménage dans un autre quartier. Jérémy aussi, quand il apprend que sa femme l'a trompé, il divorce et il quitte l'église. Et quelques mois après, Micah et John Paul se marient. Micah a alors 23 ans. Elle devient la belle-mère des 5 enfants de Paul. Micah, en devenant la femme du pasteur, elle aussi a une position dans l'église.
Et elle est très appréciée, très aimée. Pour les fidèles, c'est un leader. Elle est douce, elle adore chanter pendant les prêches de son mari. Et Mika a un rêve. Elle veut créer des écoles en Afrique, plus spécialement au Kenya. Et elle part souvent en mission là-bas. Même si tout semble beau et rose, le couple de Mika et JP ne fonctionne pas très bien. Déjà, dès le début du mariage, il lui demande de faire une chirurgie esthétique pour augmenter sa poitrine. Mika refuse pendant plusieurs années, et puis enfin elle accepte. Et là, il y aura un événement important dont les parents de Mika et sa sœur Sierra seront témoins. Le jour de l'intervention chirurgicale, quand elle est en salle de réveil, il y a sa famille et John Paul arrive aussi. Et là, il lui dit des choses aberrantes. Alors qu'elle est complètement ensuquée, il commence à lui dire qu'il ne la reconnaît pas, que Mika a changé pendant cette intervention, que ce n'est plus la même femme. Sierra et ses parents, qui sont stupéfaits par ses propos, décident au départ de JP de demander à Mika si elle ne veut pas venir faire sa convalescence chez Sierra. Mika accepte avec plaisir. Elle en est même soulagée. Et le soir, elle rentre donc chez sa sœur Sierra et son beau-frère. Mais là, les choses s'enveniment. JP n'est pas du tout d'accord qu'elle aille faire sa convalescence ailleurs qu'à la maison. Et donc, il n'arrête pas d'appeler Mika, qui, au bout d'un moment, fatiguée, ne répond plus. Il la texte alors. Mais c'est pareil, elle arrête de lui répondre. Sans doute énervé, il commence à texter Sierra. L'échange de textos que je vais vous lire se déroule vers 22 h, le jour de l'intervention de Mika. Voilà ce qu'il écrit à Sierra. « Peux-tu dire à Mika, s'il te plaît, de m'appeler ?» Sierra ne répond pas. Au bout de 8 minutes, John Paul continue. « Je suis en route vers ta maison. Je serai là à minuit 55. » Sierra répond enfin, et elle lui dit « Nous ne voulons pas de drame ici. Mika est là pour se reposer. Et puis Matthew ne te laissera pas rentrer à l'intérieur. Il ne se passera rien cette nuit. » Très bien. Je suis armée, je suis prêt. Tu peux appeler la police. Sierra, étonnée, répond « Armée ?» Et il continue « Seule Mika pourra arranger les choses. » Mika le texte à son tour. Et elle lui dit qu'il ne peut pas venir. Il ne peut pas être armé. Il y a des enfants qui sont dans cette maison. Je m'en fous. Je n'ai pas de pistolet. C'est de la folie. Je te vois bientôt. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne va pas dormir cette nuit. Mika lui retextera qu'elle ne se sent pas en sécurité avec lui à ce moment. Mais à 1 h du matin, quand John Paul va arriver, elle repartira avec lui. Après cet événement où il y a eu des témoins, Mika ne dira pas grand-chose de ce qui se passe derrière les portes de sa maison. Elle se plaindra juste que ça ne va pas, mais elle ne veut pas en dire plus. Jusqu'en janvier 2023, où là, d'un coup, sans prévenir personne, elle prend ses affaires et elle part. Elle quitte JP. Elle part au Kansas rejoindre une partie de sa famille. Elle va y rester quelques mois. Elle s'intègre dans une nouvelle église, elle trouve un travail qu'elle adore et se fait de nouveaux amis. Mais un jour, elle n'est plus dans sa chambre. Elle est repartie en Caroline du Sud. Elle a laissé une petite note disant qu'elle doit être une bonne épouse. Et même si la bonne épouse est rentrée chez elle, quoi que lui ait promis JP, au bout de quelques mois, les choses s'aggravent. Selon les textos de Mika à ses amis et à sa famille, JP recommence un comportement abusif envers elle. Notamment, il la prive de son téléphone et lui interdit de venir aux prêches et de chanter aussi pendant ses messes. Il ne veut pas non plus qu'elle communique avec les fidèles, qui sont ses amis. Et il essaye de restreindre le plus possible ses accès à des réseaux sociaux. Elle arrive quand même à se confier sur les réseaux sociaux. Elle parle de violence domestique, de toutes les façons dont elle peut être appliquée, de la peur qu'elle ressent, de l'humiliation et de ce sentiment de vide que cela engendre. Elle se demande si Dieu peut être d'accord avec ça, parce qu'avant tout, elle est la femme de Dieu et il n'accepterait pas qu'elle soit traitée comme ça. Et en octobre 2023, elle demande le divorce. En fait, elle va voir un ami commun qu'ils ont, elle et John Paul. C'est un avocat, il fait partie de la communauté. Elle lui demande de s'occuper de son divorce. Mais les choses n'aboutiront pas. Et un autre incident va se dérouler en février 2024. JP fait hospitaliser d'office Mika dans une clinique psychiatrique. Et pour cela, il demande à son avocat, leur ami commun, de lui donner les pleins pouvoirs sur Mika, sa tutelle en fait.
temporaire, ce qui va être fait. Elle est hospitalisée, mais ils ne la garderont que 48 heures. Après ça, Micah retire sa demande de divorce d'octobre 2023. John Paul, lui, pendant ses prêches, il parle de sa femme. Il dit à quel point elle souffre de problèmes de troubles mentaux, que sa femme a essayé de prendre un pistolet et de se mettre une balle dans la tête, devant lui. Il a réussi à lui enlever l'arme, et c'est là qu'il a appelé l'ambulance. Il ne se gêne pas non plus pour dire le diagnostic qui aurait été fait à l'hôpital, que Micah est bipolaire, avec des épisodes de schizophrénie, et aussi qu'elle a une personnalité dépendante. Jean-Paul dit tout sur sa femme. Mais fin février, Micah part au poste de police. Elle veut porter plainte contre son mari. Il lui a volé les clés de sa voiture. Elle ne peut pas l'utiliser. Le pasteur est convoqué au poste. Il dit que des fois Micah a des épisodes où elle dépense énormément d'argent. Et là, il avait peur qu'elle aille vendre la voiture. Donc, il lui a enlevé les clés. Les policiers ne feront rien, tout simplement parce que la voiture est un bien du couple. Ils ne sont pas divorcés. Le 11 mars 2024, Micah se représente au poste de police. Elle veut porter plainte parce que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture avec des objets métalliques tranchants. Il y aura une petite enquête, mais les policiers ne pourront pas trouver l'origine de l'achat de ces pièces métalliques. Après avoir déposé sa plainte, Micah revient au concessionnaire auto, là où elle a déposé sa voiture. Et quand elle arrive, elle a deux surprises. La première, c'est que John Paul est là et elle va filmer. Hey. I'll show you the pictures. Do you want to go to jail? They'll be on Facebook in a few hours. Alrighty, you'll be in jail in a few hours. Walk away. La deuxième, c'est que le garagiste lui apprend qu'il y a un tracker sur sa voiture, un tracker GPS. Alors, elle repart au poste de police et elle porte plainte. John Paul est reconvoqué au poste de police. Il dit que sa femme a des problèmes mentaux et donc il veut savoir où elle est, au cas où. Et il n'hésite pas à faire marquer dans le procès verbal que sa femme est bipolaire, avec des épisodes schizophréniques. Elle pourrait faire tout et n'importe quoi. Il la surveille pour sa sécurité. Il ajoute aussi que quand elle prend ses médicaments, tout va bien, mais elle n'est pas très assidue. De toute manière, les policiers ne peuvent rien faire avec les informations limitées qu'ils ont. La voiture, le GPS appartient aux deux en fait. Donc, ils laissent tomber. Après ça, Micah part s'installer chez sa meilleure amie, Charlotte. D'ailleurs, en passant, John Paul dira qu'elle est partie chez Charlotte parce que les deux ont une relation intime, amoureuse. Et elle se confiera à sa meilleure amie, lui disant que depuis le mois de février, depuis qu'elle a été hospitalisée, John Paul lui donne des médicaments le matin, mais elle ne sait pas ce que c'est. Il ne veut pas lui dire. Elle dira aussi que le soir, John Paul l'a forcée à boire de l'alcool, beaucoup d'alcool, et qu'il en profitait pour lui donner d'autres cachets. Elle dira à Charlotte qu'elle ne savait plus où elle en était. Elle devenait paranoïaque, elle avait extrêmement peur, elle ne savait pas si c'était la maladie ou les médicaments. Elle change aussi d'avocat. Elle en prend une nouvelle, une femme. Et elle demande le divorce. En attendant, elle demande une séparation légale. Durant le mois de mars, elle trouve un nouvel emploi, puis elle prend un appartement. Elle ne va plus à l'église Solid Rock. Elle est en train de tourner la page. C'est ce qu'elle dira d'ailleurs à une amie, à Angela, fin mars 2024. Pour Micah, il semble que cette fois, c'est la bonne. Jusqu'au 8 avril 2024, Micah se rend à nouveau au poste de police. Elle veut porter plainte contre John Paul. Il a diffusé sur les réseaux sociaux une photo d'elle seins nus. Il l'a fait anonymement, mais elle sait que c'est lui qui a cette photo, parce que c'est lui qui l'a prise. Mais comme une partie est floutée de la photo, ils ne peuvent pas inculper John Paul pour un délit de nudité. Et en plus, cette photo lui appartient. C'est sur son téléphone qu'elle a été prise. Donc, il laisse tomber l'affaire. On sait que c'est John Paul qui a mis cette photo sur les réseaux sociaux, parce que le soir, il va texter Micah. Il va lui dire qu'il avait fait ça pour la blesser, parce que ce n'était pas une bonne épouse. Elle mettait Charlotte avant lui, et elle est partie. Micah va expliquer un point très important aussi à la police. Elle dit qu'elle a peur pour sa sécurité, et elle pense qu'elle était la proie de John Paul depuis qu'ils se sont rencontrés, depuis 2010, alors qu'elle avait 14 ans. Parce que dès ce moment-là, il a essayé de gagner sa confiance
Son but, c'était de l'épouser et de faire d'elle ce que lui, il voulait. Il essayait de la prendre dans ses filets. Les policiers ne prendront aucun cas de cette information, qui pourtant est extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle le pédopiégeage en français ou le grooming en anglais. En avril, il y a aussi le dernier message Facebook de Micah Miller, qui n'annonce rien de bon. Quand des choses terribles, terribles, terribles vous arrivent, entre parenthèses, vous savez tous de quoi je parle, on fait bonne figure. Le 24 avril, Micah retrouve sous sa voiture encore un autre GPS. Avec son avocate, ils accélèrent les procédures de divorce. Le 25 avril, John Paul reçoit en main propre les papiers du divorce, officiels, qu'il faut qu'il signe. Il ne peut plus reculer. Et le 27 avril, Micah mourait. Tous les gens, quand ils apprennent la mort de Micah, sont effondrés, sauf John Paul. À 22 h le 27 avril 2024, quelques heures après que les parents de Micah ont appris sa mort, John Paul leur laisse un message incisif. Voilà ce qui arrive quand vous essayez d'encourager une personne à divorcer de l'être qu'elle aime, en lui disant qu'elle n'a pas besoin de médicaments, qu'elle n'est pas malade alors qu'elle est. Bon travail, famille Francis. À 6 h du matin, il enverra à Charlotte, la meilleure amie de Micah, le même style de message. Et heureusement, elle était déjà au courant de la mort de Micah. Le 28 avril, c'est un dimanche et John Paul prêche dans son église. Et bien sûr, il annoncera à tout le monde la mort de Micah. Mais il n'hésite pas à dire qu'elle a mis fin à ses jours. Conclusion du coroner qui n'avait pas encore été rendue. Il dit aussi qu'elle avait de très gros troubles mentaux et qu'il va prendre quelques jours pour faire un break. La nécrologie qu'il écrira à propos de Micah va faire que les parents de Micah vont s'arracher les cheveux. Je vous donne un exemple. Il commence en disant « Elle, donc Micah, et JP, lui, se sont connus en 2009, se sont mariés en 2017. Ils ont passé pratiquement toutes les nuits et tous les jours ensemble. Micah a toujours fait de gros efforts pour être la meilleure des épouses qu'elle pouvait être. Elle n'arrêtait pas de répéter à son mari, après son prêche, qu'il était le meilleur pasteur du monde. Elle lui disait aussi, à son mari, qu'il était le plus marrant de tous les pasteurs du monde. Disons qu'en passant, sur la nécrologie de sa femme, JP se fait quelques compliments. Le 5 mai 2024, c'est le jour de l'enterrement de Micah. Ses parents ne viendront pas parce que c'est John Paul qui officie. Et il va faire un discours complètement décousu et bizarre. Notamment, il raconte qu'il est allé voir le corps de Micah, 4 fois en tout. Et une fois, il s'est dit qu'il allait essayer de la ressusciter, pensant qu'il a le pouvoir de le faire. Et plus tard dans la journée, quand il va au centre commercial, il voit de dos une femme qui ressemble à Micah. And out of just instinct, I screamed, "Micah!" And the girl turned around, and it was one of her sisters. And I thought I raised her from the dead. She's alive, you know. John Paul, à un moment, a cru que ça avait marché. Voilà le genre d'histoire qu'il raconte. Il fera aussi quelques commentaires positifs sur Micah, mais toujours teintés de ses problèmes de troubles mentaux, de sa bipolarité, de sa schizophrénie. Par exemple, il commence en disant que Micah était très enjouée, qu'elle aimait parler, qu'elle faisait que parler. En fait, elle pouvait parler pendant des heures et elle passait sans arrêt du coq à l'âne. Il continue en disant qu'elle adorait faire des activités, surtout dangereuses. Et il réussit à inclure tous les traits d'une personne bipolaire. Et cela donne l'impression à l'Assemblée que John Paul plaide sa cause tout en discréditant sa femme. Parce que s'il la discrédite, alors tout ce qu'elle a dit sur lui perd de la valeur. Et pour moi, la cerise sur le gâteau dans cette commémoration, c'est qu'il a une façon irréaliste et bizarre de montrer sa tristesse. Ses expressions faciales ne correspondent pas à ce qu'il dit, et il semble qu'il n'y a aucune larme quand il pleure. John Paul a décidé aussi quelque chose de très important. Il veut que Micah soit incinérée, alors qu'elle souhaitait être enterrée, selon sa famille. Et il va le faire très rapidement, juste après l'autopsie. Et d'ailleurs, en parlant de l'autopsie, les parents de Micah ne sont pas contents. Elle n'a pas été complète. La seule recherche toxicologique, ça a été le taux d'alcool.
Ils n'ont pas fait d'autres recherches dans le sang. Et puis dans cette congrégation, tout le monde sait que John Paul avait une relation extra-conjugale. Et d'ailleurs, 2 jours après la mort de sa femme, il a été pris en photo dans un bar avec Suzy Skinner, sa maîtresse, en train de boire de la margarita et de rigoler. Et même du vivant de Micah, les deux ne s'en cachaient pas. La seule chose que Suzy Skinner essaye de garder secret, c'est le décès de son mari, Christopher Skinner, 41 ans, qui était en chaise roulante depuis un accident de la route. Il a rencontré Suzy alors qu'il était en convalescence. Il devient un auteur populaire. Il se marie et le 6 septembre 2021, il s'est noyé dans la piscine communautaire de Myrtle Beach alors qu'il était tout seul. Il a été retrouvé écrasé par son fauteuil roulant au fond de l'eau. Il n'y a pas de témoins, pas de vidéosurveillance. Les policiers n'ont aucune piste. Pour eux, c'est un accident. Personne ne pourra donc expliquer comment son fauteuil roulant s'est mis à accélérer pour lui tomber dessus alors qu'il était dans l'eau. Mais malgré cette liaison avec Suzy Skinner, qui fait partie de la congrégation, ça n'arrête pas John Paul de critiquer sa femme. Et ça va en énerver plus d'un. Notamment sa première femme, Allison, qui va revenir sur le devant de la scène, qui rappelle à tout le monde que son mari est accro au sexe, qui l'a harcelée quand elle est partie. Il n'arrêtait pas de la texter, de l'appeler. Quand elle a déménagé, il a aussi déménagé. Il s'est mis juste derrière chez elle. Comme ça, il avait une vue complète sur sa maison et son jardin arrière. Et quand elle n'était pas là, il avait l'habitude de rentrer dans sa maison et de fouiller. Elle demandera même une ordonnance restrictive contre lui. Et un jour que son père, à Allison, passait chez elle, il a retrouvé John Paul par terre, devant la porte de la maison. John Paul est dans un état catatonique, allongé dans l'herbe. Il n'ose pas bouger, ni ouvrir la bouche, parce qu'il se croit attaqué par les fourmis. Je vous rassure, dans cette vidéo, il n'y a aucune fourmi. Aucune. Durant cette vidéo, il marmonne que sa médication a été changée. There's no ants on you, though. Sous cette vidéo que le père de Allison publiera, il marquera « John Paul, je te fais goûter à ta propre médecine. Tu as abusé trop de gens depuis trop longtemps. Tu as dégradé la mémoire de Micah en dévoilant des informations personnelles. Alors je te fais la même chose. » Et il finit en disant « N'oublie pas qu'avant de te rencontrer, personne n'avait de troubles mentaux. » Et puis Jean-Paul a un petit passé criminel. Ça a été un délinquant dans sa jeunesse. Après, il a été arrêté pour plusieurs conduites en état d'ivresse. Et un jour, alors qu'il y avait une inondation à Myrtle Beach, tout le monde était dans la rue en train de mettre des sacs de sable sur les côtés. Lui, il est arrivé avec son pick-up au milieu de la route et quelqu'un, une jeune fille de 19 ans, lui a fait signe de ralentir. Il n'a pas apprécié, il lui a foncé dessus. Et grâce aux 50 cm d'eau qu'il y avait dans la rue, il n'a pas pu prendre de vitesse. Elle a réussi à s'accrocher au capot. Il a fait 100 mètres avec elle sur le capot. Pour cette action, il a eu 3 ans de probation, 4 ans d'interdiction de conduire et 500 heures de service communautaire, plus bien sûr une amende pour payer les frais de justice et réparation à cette jeune fille. L'avocat de John Paul niera toutes les accusations qu'il y a contre lui. John Paul n'a fait qu'essayer de soigner sa femme, de lui donner ses médicaments qu'elle ne voulait pas prendre. Et il était le seul à vouloir la soigner. Les parents et les amis de Micah ne voulaient pas entendre qu'elle était malade. Micah, après la rencontre avec son avocate, a commencé à noter dans un journal intime tout ce que lui faisait subir son mari. Et l'avocate lui avait conseillé aussi de filmer, quoi qu'il se passe. Elle commençait à collecter des preuves pour que le divorce se passe sans problème. Mais quand Micah est décédé, John Paul a été le premier à se rendre à sa résidence. Mais il n'avait pas les clés. Il a quand même essayé de rentrer. Il a appelé le propriétaire de ses habitations. Mais quand il est venu, le propriétaire, il n'a pas voulu lui ouvrir. Parce qu'il ne l'aimait pas. John Paul, sans aucune honte, a appelé la police. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour ouvrir. Et qu'ils préféraient appeler quelqu'un de la famille de Micah qui avait les clés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont appeler Sierra, qui a les clés. Et elle va venir dans l'appartement de Micah. Elle prendra tous les journaux intimes de Micah et elle les donnera à son avocate. Quant au téléphone de Micah et à la voiture,
Ils ont été rendus à John Paul. Durant la courte enquête qu'a menée la police, ils se sont rendus compte qu'en mars 2024, un employé de l'église Solid Rock était venu avec des preuves comme quoi John Paul prenait de l'argent des donations pour les mettre sur son compte en banque. Et il arrive avec une preuve d'un montant de 2000 $. Si le nom de Micah n'est pas mentionné dans cette plainte, cela ne change rien qu'elle est prise dans le tourment de cette affaire, parce que les deux avaient un compte commun. Et donc par association, elle devient complice. La manière dont les forces de l'ordre ont pris en charge les problèmes de Micah à chaque fois qu'elle est allée les voir aboutissent à ce que maintenant plus personne n'a confiance en la police, à ce qu'ils disent. Et donc de nombreuses théories sont sorties sur la mort de Micah, à commencer par l'appel au 911. Certains disent que Micah n'était pas seule quand elle a passé. On pourrait entendre une voix derrière. D'autres, par contre, pensent que la voix n'est pas celle de Micah, mais qu'elle a été créée grâce à une application d'intelligence artificielle. Et les parents de Micah pensent ça, parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout les intonations de leur fille. Ils trouvent aussi que le rythme est trop lent, le ton trop monotone. Ce n'était pas du tout sa façon de parler. Tout le monde se demande aussi pourquoi le corps de Micah a été retrouvé aussi loin de son sac. Elle aurait pu être entraînée par le courant, mais ce n'est pas le cas. Parce que même si ça a le nom de rivière, c'est plus un marécage. L'eau stagne. Et il y a aussi des problèmes par rapport à l'alibi de John Paul. Certes, la voiture a été prise en photo, mais les vitres sont noires. On voit personne à l'intérieur. Et les policiers n'ont pas mentionné qu'il y a eu des témoins qui l'ont vu pendant la plage horaire du décès de Micah. Il n'y a aucune image le montrant qui pourrait attester de cet alibi. Et il y a un point gênant aussi dans l'autopsie de Micah. Elle présente au niveau des mains et des poignets des abrasions. Le père de Micah pense que quelqu'un lui a tenu les mains. Toutes ces questions et plus encore vont faire que le FBI a décidé de s'impliquer dans cette affaire. Ils ne remettent pas en cause la cause de la mort. Le FBI veut découvrir si cet homme, ce pasteur, n'a pas poussé Micah à faire ce geste. Voilà, cette histoire est finie pour l'instant, mais je pense qu'il y aura énormément de rebondissements. Et avant de vous quitter, je vais vous donner mon avis sur cette histoire. Surtout sur cet homme, John Paul, le pasteur, qui aime être au devant de la scène. Il a une image de lui très grandiloquente, et il semble que ce soit un manipulateur de première. Il pense que tout lui est dû, et il croit que son épouse doit être son faire-valoir. Et en plus, elle doit obéir à tous ses ordres. Même si, je le répète, il n'est accusé pour l'instant de rien. Et je crois que Micah avait raison quand elle a dit que c'est depuis qu'il l'avait rencontrée, c'est-à-dire l'âge de 14 ans, qu'il avait le béguin pour elle. Lui, John Paul, dira à tout le monde qu'il est tombé amoureux de Micah quand elle a marché dans l'allée pour se marier avec Jérémy au bras. Ce qui en soi est extrêmement gênant. Elle a 20 ans, il en a 34. Et Jérémy, c'est son meilleur ami. Et après, quand ils se sont mariés, cela a tourné vinaigre, parce que Micah n'était pas son faire-valoir. Micah était adorée par les autres fidèles. Il l'aimait beaucoup. Elle avait du cœur, elle était douce et beaucoup d'empathie, ce qui n'était pas du tout son cas à lui. John Paul devait avoir l'impression que sa femme lui faisait de l'ombre. Et à partir de là, le bon pasteur a tout fait pour rabaisser sa femme, l'humilier et la couper de tout le monde. Il a aussi joué dans sa tête pour la rendre folle. Et n'en pouvant plus, Micah a commis l'irréparable. Et je pense qu'à ce moment-là, elle était seule. John Paul n'est pas intervenu directement lors de sa mort. Mais je pense quand même que quelque part, il est coupable. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Et j'espère que vous me donnerez votre avis sur l'affaire de la douce et belle Micah Miller. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.